Alors, dans ce chapitre, je vais vous parler des petits outils que vous pouvez mettre en place au quotidien pour essayer de mieux cerner et mieux comprendre ce qui se passe pour votre enfant avec son reflux. Et ensuite, je vais vous parler, pareil, c'est toujours une liste non exhaustive, mais des pistes qu'il existe au niveau médicamenteuse, bien sûr, et les pistes aussi au niveau, on va dire, plus naturel, forcément. Donc, au niveau des outils, un des gros outils qui m'a beaucoup aidé pour comprendre Anna et son reflux, c'est un journal quotidien, notamment un journal alimentaire, mais pas que. Donc vraiment dans ce journal, il va y avoir différents items comme qu'est-ce que mon enfant va manger matin, midi, au goûter, soir, nuit. Quand votre enfant est allaité et qui n'a pas encore eu d'introduction alimentaire, ça va être ce que vous avez ingéré. C'est très important, ce que vous avez pu manger. Chaque jour, voilà, vous avez mangé ça le matin, le midi, le soir. Et souvent, c'est à rebond. Voilà, il peut y avoir les répercussions le lendemain, le surlendemain, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de tenir ce journal alimentaire et pour votre enfant et pour vous si vous l'allaitez. Si il est allaité et en alimentation diversifiée, il faut faire les deux toujours. Parce que tout passe dans le lait maternel. Dans ce journal, il va y avoir tout ce que vous observez tout au long de la journée, que ce soit au niveau de sa peau, que ce soit au niveau de son comportement général. Est-ce qu'il est irrité? Est-ce qu'il est plus fatigué à un certain moment? À quel moment il pleure vraiment beaucoup? Est-ce qu'il se fait mal? Voilà, plein de petites choses comme ça. Est-ce que vous entendez des bruits dans sa gorge, dans son corps, etc., etc. Est-ce que là, il est très malade? Est-ce qu'il est constipé? Est-ce qu'il est en diarrhée? Vraiment, tout ce que vous pouvez noter du quotidien. Je sais, dit comme ça, c'est fastidieux. Ça, c'est sûr. Mais c'est un outil qui aide beaucoup et qui va vous permettre d'avoir un appui auprès des professionnels qui vont suivre votre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez leur permettre de voir, voilà ce qui se passe à tel moment de la journée, voilà ce qui se passe la nuit. Voilà, la nuit aussi, il faut noter. Alors, s'il se passe rien, il se passe rien. Mais si la nuit, certaines nuits, vous avez dû vous lever 20 fois ou vous avez dû le rendormir 20 fois. D'autres nuits, ça va arriver 5 fois. Ça veut bien dire qu'il y a des moments où il y a quelque chose qui se joue. Et donc là, on peut se référer à, ok, qu'est-ce qu'il a mangé la veille? Qu'est-ce qu'il a? Ça peut être environnemental aussi. Mais tout ça, ça fait partie aussi, comme je vous disais dans la première partie, au niveau des causes, il peut y avoir les perturbateurs endocriniens, il peut y avoir des parfums, il peut y avoir la lessive, enfin plein de choses où votre enfant réagit. Et la réaction va être soit cutanée, soit le RGO, etc. Et donc c'est important aussi de regarder ça. C'est-à-dire que si au niveau alimentaire, vous ne voyez pas forcément quelque chose, ça peut être quelque chose qui touche fréquemment, quelque chose qui ressent fréquemment, etc. etc. Donc le journal alimentaire, très important, en mettant tel comportement à telle heure. Et là, vous allez, au bout de 1-2 semaines, vous allez pouvoir remarquer des redondances. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où vous allez pouvoir commencer à avoir des pistes de compréhension de ce qui se passe pour votre enfant. Par rapport à ça, je vais vous mettre, en même temps que cette vidéo, un lien pour avoir un exemple d'un tableau, d'un journal alimentaire, celui que moi je m'étais fait. Après vous pouvez faire celui que vous voulez et qui vous arrange, mais c'est pour vous faire gagner du temps, quoi. Comme ça vous l'imprimez, vous le notez ou vous l'avez sur votre téléphone et vous n'avez plus qu'à remplir. Ensuite, deuxième chose, ça c'est vraiment l'outil principal. Et deuxième outil, je ne sais pas si on peut appeler ça un outil, mais pour moi c'est un outil, c'est de partager le plus possible avec des parents qui ont eu un enfant avec un RGO. Pas forcément ceux qui y sont encore, mais ceux qui n'y sont plus dedans. C'est important d'aller échanger le plus possible, d'essayer de trouver des groupes sur Facebook, sur Internet, peut-être qu'autour de chez vous, il y a des associations. Moi, dans mon département, il n'y en a pas. Mais peut-être qu'autour de chez vous, il y a des associations, je ne sais pas. Mais voilà, essayez d'être avec des groupes et de pouvoir échanger et parler. C'est aussi des bons outils qui peuvent aider au quotidien. Ensuite, on va venir sur les pistes médicamenteuses. Alors, je rappelle, je ne suis pas médecin, je suis spécialiste de la petite enfance, de l'enfance et de la famille et je suis maman d'une enfant avec un RGO pathologique. Donc les pistes médicamenteuses que je vous donne, bien sûr, de toute façon vous ne pourrez pas les avoir, sauf certaines, mais vous ne pourrez pas les avoir sans ordonnance, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce qui existe en termes de médicaments, donc ce que les médecins peuvent vous donner,
ou ce que vous pouvez demander comme renseignement. Voilà, je sais qu'il existe ça et ça, est-ce que là je peux en donner pour mon enfant ou pas? Donc il y a, on va dire les plus connus, ce qu'on appelle les inhibiteurs de pompe à protons. Un nom un peu barbare, mais en gros, pour faire très simple, c'est un médicament qui va permettre de diminuer l'acidité du contenu de l'estomac. Donc il va y avoir par exemple le Mopral ou l'Inexium. Petit aparté par rapport à ça. Et ça c'est important que vous le sachiez, comme ça vous faites tout en connaissance de cause. Les IPP, en France du moins, n'ont pas ce qu'on appelle d'autorisation de mise sur le marché avant l'âge d'1 an. Toujours d'après la Haute Autorité de Santé. Mais la Haute Autorité de Santé a réalisé que c'était quelque chose qui était donné très fréquemment à des enfants de moins d'1 an. Et il n'y a pas cette autorisation sur le marché des moins d'1 an parce que les IPP ont quand même des conséquences plus ou moins néfastes sur l'enfant. Surtout quand c'est pris, en plus de ça, soit très jeune, soit sur le long terme, etc. Pas de panique si votre enfant en prend depuis déjà 6 mois, vous ne pouvez rien. Et surtout, faites attention, ça ne s'arrête pas comme ça. Ça, je vous le dis aussi parce que certains médecins omettent de le dire, et vont pouvoir dire « Bon, mais là, ça va mieux, vous pouvez arrêter le Mopral ou l'Inexium. » Sauf que le corps de l'enfant en est très dépendant et normalement, c'est un arrêt qui se fait progressivement. Et en général, quand on le dit au médecin, il dit « Ah oui, bien sûr, comme si c'était logique pour le parent. » Donc c'est très progressif parce qu'il faut que son corps se déshabitue à ça tout doucement. Si on l'arrête brutalement, il y a un risque que le RGO reprenne en mode flambé. Voilà, donc c'est vraiment progressif. Mais voilà, sachez que normalement, c'est pas censé être donné pour des enfants de moins d'1 an, même si le médecin vous dit « Mais je donne c'est la quantité adaptée à son poids, à son âge. » Mais normalement, non, il n'y a pas d'autorisation sur le marché, sauf si l'enfant a une œsophagite sévère avérée, comme je vous ai expliqué juste avant. Mais là, ça veut dire que normalement, votre enfant a eu une endoscopie ou une fibroscopie. Et souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, c'est un médicament qui est donné à outrance. Les médecins ne cherchent pas à faire autre chose avant les IPP. Notamment tout ce que je vais vous expliquer là. Ils vont directement à l'IPP, voilà, parce que ils commencent à avoir de plus en plus de parents, mais voilà, c'est normal qu'ils se plaignent parce que c'est douloureux, etc. Et donc le réflexe, comme ils ne sont pas beaucoup renseignés, et pour certains ça ne les intéresse pas, c'est hop, ah oui, on a un médicament associé à ça, IPP. C'est comme quand on donne de la cortisone à de l'eczéma, au lieu de d'abord essayer de chercher des causes et de soulager d'une autre manière, d'une manière d'abord plus naturelle. Et ainsi de suite, d'essayer de sortir certaines choses du quotidien. Et en dernier recours, on donne un médicament. C'est un peu comme les antibiotiques, quoi. Mais ça, il faut le savoir. Il n'y a pas de raison de culpabiliser. Moi, la première, j'ai aussi donné de l'IPP et puis après, je me suis renseignée. Mais en fait, je me suis renseignée parce que ma fille a fait une réaction à l'Inexium. C'est incroyable ce que les enfants nous apprennent. Voilà, ma fille, en gros, elle m'a montré, maman, celui-là, il ne me convient pas du tout. Du coup, c'est pour ça que je me suis mise à chercher. Je me suis dit, quand même, c'est bizarre qu'elle fasse des réactions. Donc, voilà, il y a certains enfants qui ne le supportent pas. D'autres qui, sur le moment, le supportent et il peut y avoir des conséquences plus tard. D'autres, il n'y aura pas de conséquences. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est comme tout médicament, il faut avoir une vigilance, une réflexion là-dessus. Donc, voilà, en termes de médicaments, il y a ces fameux IPP. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est pansement gastrique. Donc, vous avez le fameux Gaviscon, notamment, voilà, qui peut être donné en fonction des médecins. Certains vont vous dire avant la prise de repas ou la prise de liquide, après. Au vu de ce que j'ai pu voir avec beaucoup de parents, ça dépend toujours pareil de l'enfant. Donc, c'est très difficile. Pour certains enfants, ça sera mieux avant le repas. Pour certains, ça sera après. Donc là, c'est à vous de jauger avec votre enfant. Il y a ça. Ensuite, comme autre pansement gastrique, il y a le Polysilane. Alors, il faut savoir que c'est de moins en moins vendu sur le marché. En tout cas, moi, par exemple, dans mon département, impossible d'en trouver. Voilà, je sais que pour d'autres personnes, ils en ont eu facilement, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup moins de ventes du Polysilane, donc si vous n'en trouvez pas, ne soyez pas étonnés. Mais c'est aussi un autre pansement gastrique qui va aussi être là pour limiter tout ce qui est ballonnement et gaz.
que forcément, hein, il y a tout ça qui s'accompagne, hein, c'est-à-dire que déjà qu'on est content quand notre enfant est tout petit, avec des difficultés au niveau du ventre, etc., mais ça en rajoute une petite couche, le reflux. Donc il y a le polysilane. Ensuite, vous allez vous voir des fois aussi, notamment pour les mamans et les papas qui donnent le biberon, donc du lait infantile, vous allez vous voir proposer des épaississants du lait ou des laits anti-reflux, anti-régurgitation, etc. C'est aussi, ça fait partie des solutions dites médicamenteuses, hein. Mais c'est pareil, soyez vigilants. Observez votre enfant. Certains enfants avec un reflux ne supportent pas du tout ce qui est contenu dans ces épaississants. Voilà, amidon de maïs, etc. Certains enfants, ils sont très sensibles et ne le supportent pas, donc ça va avoir l'effet inverse. La quantité sera moins importante puisque ça va épaissir, faire un peu comme un plâtre dans le ventre. Mais le RGO sera toujours là, si ce n'est plus, parce que votre enfant ne le supportera pas. Voilà, mais ça fait partie des pistes à explorer. Il y a bien sûr tout ce qui est lait médical, on va dire, entre guillemets, où là, ça va être des laits vraiment quand il va y avoir des polyallergies. En tout cas, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va vous le donner, mais je vous donne le nom parce que moi, il a fallu que j'aille le réclamer à mon allergopédiatre. Voilà, donc il va y avoir par exemple le lait Amina, le lait Neocate, etc. Allernova aussi, enfin voilà, il y en a plusieurs. Ceux-là, ce sont des laits qui ne se prennent uniquement que sur ordonnance. Je les mets dans la catégorie pistes médicamenteuses parce que c'est justement que sur ordonnance, entre autres. Sinon, il y a d'autres laits que je vous parlerai dans les pistes, on va dire, entre guillemets, plus naturelles. Donc là, c'est pareil, c'est notamment quand c'est la piste des protéines de lait animal qui est suspectée. Et dernière chose, c'est la fameuse vitamine D. Et ça, on s'en soucie pas assez, je trouve, ou du moins, on ne le dit pas assez. Vous savez, la vitamine D que vous avez en sortie de maternité, en général, les hôpitaux donnent la Zima-D. Il faut savoir que pour les enfants qui ont un reflux pathologique, qui sont très sensibles, ils ne supportent pas la Zima-D, qui est synthétique et les composants dedans accentuent le reflux. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de changer de vitamine D. Dans l'idéal, c'est d'avoir plutôt une vitamine D naturelle plutôt que synthétique. Une qui fonctionne bien pour le RGO pathologique, c'est l'Ultra Vegan D3 sur internet. C'est forcément plus cher que la Zima-D, on est d'accord. Surtout que la Zima-D, c'est sur ordonnance, pour que ça soit remboursé. Mais voilà, même les RJD, etc. sont des vitamines D qui ne sont pas entièrement naturelles. Et donc, pour des enfants avec un RGO pathologique, surtout ceux qui sont très sensibles, ça va rajouter un petit truc en plus qui fait que ça va leur augmenter un peu le RGO. Donc, hop, à nouveau, des petites ficelles à tirer. Donc, allez voir vers votre vitamine D. Voilà, et changez-en. Et vraiment, la Ultra Vegan D3, elle fonctionne très bien pour les enfants avec un RGO pathologique et notamment ceux qui ont des multiples allergies. Moi, je sais que j'utilise ça pour ma fille. C'était une des rares que son corps acceptait. Ensuite, pour les pistes plus naturelles à explorer pour votre enfant, il y a celle que vous entendez souvent et notamment pour ceux qui ont eu accès à mon petit contenu gratuit des 3 clés à explorer et que je parle toujours en premier quand j'accompagne des parents qui me questionnent autour de ça, c'est les protéines de lait de vache en priorité. Donc, première piste à explorer, faire une éviction. Il n'y a que comme ça que vous le saurez de toute façon. Que vous soyez sous-allaitement, que vous allaitez ou que vous donnez le biberon. Si vous allaitez, c'est de vous-même vous restreindre à une restriction, à enlever complètement tout ce qui est protéines de lait de vache dans votre alimentation. Et si votre enfant est sous biberon, c'est dans ce cas-là, dans l'idée, c'est de passer notamment au lait de riz, par exemple. Mais voilà, c'est pareil. Chez certains enfants avec un reflux, ça peut être polyallergique. Mais en tout cas, c'est une première piste à explorer. C'est-à-dire que s'il y a une allergie aux protéines de lait de vache et que vous passez au lait de riz, vous allez voir que drastiquement, le reflux va diminuer. Il ne va pas forcément entièrement s'effacer parce qu'il peut avoir des allergies qu'on appelle croisées, je vais y revenir, mais ça va drastiquement diminuer. Donc moi en tout cas, ça a été la révélation du siècle. Quand je suis passée au lait de riz, ça a été incroyable comment ça a diminué de plus de moitié ces reflux. Donc ça, c'est la première grosse piste à explorer. Sachez qu'il faut au moins 3 semaines d'éviction totale, que ce soit pour votre enfant ou pour vous si vous allaitez votre enfant, pour être sûr que tout part du corps de votre enfant ou de votre corps.
Voilà. Mais vous allez voir au bout de à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, ça peut dépendre des enfants, vous allez voir des améliorations. Si votre enfant réagit à ça, si ce n'est pas du tout cette piste-là, vous verrez 0, 0, 0, 0 changement. Voilà. Par contre, si c'est ça, vous allez voir des changements au niveau du comportement, au niveau du sommeil, au niveau de la quantité de reflux, etc. etc. De ce que j'ai pu lire et échanger avec des parents, souvent, l'allergie aux protéines de lait de vache est une des causes principales. Il n'y a pas que celle-là, mais c'est une des causes principales, malheureusement, et elle est trop peu explorée par le corps médical. Voilà. C'est bien dommage. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, si vous voyez une amélioration nette par rapport à ça, et que vous voyez qu'il y a encore un fond de reflux, gardez en tête, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ça, vous pourrez l'explorer avec éventuellement un allergopédiatre. J'en reviendrai dans les personnes à consulter dans la 3e partie. Gardez en tête que votre enfant peut être polyallergique, peut avoir développé une allergie croisée, c'est-à-dire que tous les aliments qui ont des structures au niveau de leurs protéines similaires à celles du lait de vache, donc lait de chèvre, lait de brebis, le soja, etc., vont réagir aussi de la même manière qu'au lait de vache. Donc ça veut dire que ça aussi, il faudra l'enlever de l'alimentation de votre enfant ou de la vôtre. Et ensuite, pour d'autres enfants encore plus larges, ça peut être à d'autres aliments. Et là, ça peut être tout. Voilà, il n'y a pas un type d'aliment spécifique. Ça peut être bien sûr ceux qu'on considère comme allergisants, comme les oléagineux, les fruits à coque, etc. Mais il peut y avoir d'autres choses. Voilà. Pour vous dire, ma fille qui est polyallergique, ça pouvait être certains fruits, certains légumes, etc. Donc c'est très large. Mais ça, après, vous pourrez l'explorer au fur et à mesure. Et déjà avec votre journal alimentaire que je vous ai dit auparavant, où vous allez pouvoir voir que tiens, les jours où elle mangeait tel aliment, un avocat ou que sais-je, là je voyais qu'il y avait un peu plus de reflux. Vous voyez, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous-même lister. Et ensuite, en général, quand vous commencez à faire ça, si vous voyez une amélioration et que vous en parlez au médecin, le médecin va vous dire, rapidement d'ailleurs, vous allez réintroduire, parce que de toute façon il faut réintroduire. Je n'ai jamais compris pourquoi ils n'expliquent pas plus. Et comme ça, vous allez vite voir. En effet, c'est le cas. Vous allez rapidement voir. C'est-à-dire que dès l'instant où vous allez réintroduire, surtout si le médecin ne vous explique pas et vous dit en gros de réintroduire directement du lait de vache avec un yaourt, etc. Alors qu'il faudrait commencer de manière très faible avec juste un tout petit morceau de gâteau type lu, où le beurre là est cuit et pas cru. Là, vous allez rapidement voir, dans la nuit qui suit ou le lendemain, le RGO va reprendre de plus belle. Donc là, c'est avéré. Et là, il va falloir mettre tout un protocole en place. Ensuite, comme piste naturelle, qui ont les mêmes actions similaires que la piste médicamenteuse, notamment du Gaviscon, c'est le julep gommeux. Ça, ce sont des préparations qui se font en pharmacie. Ça ne s'achète pas directement comme ça. C'est une préparation qui ne dure pas longtemps. Je ne sais plus si c'est pas 1 mois, je me souviens plus. J'en avais acheté pour ma fille, qui coûte un peu cher, il faut le savoir, hein. Moi j'ai été surprise, qui coûte un peu cher, mais qui est une alternative au Gaviscon. Je vous parle de ça parce que moi par exemple ma fille, le Gaviscon, elle ne le supportait pas non plus. Déjà ça lui donnait encore plus la nausée et en plus de ça, ça n'avait aucun effet sur elle, donc je me suis penchée sur son confrère plus naturel qui est le julep gommeux. Vous avez aussi le bourgeon de figuier. Donc ça, je vous le nomme, mais ensuite, il ne faudra pas hésiter à avoir des professionnels référencés là-dessus. Donc je vous nommerai dans la 3e partie qui vous guidera sur la prise, combien il en faut par jour par rapport au poids de l'enfant, etc., etc. Donc voilà, vous avez julep gommeux et bourgeon de figuier. Autre piste à explorer, c'est ce que j'appelle moi les règles hygiéno-diététiques. Donc ça, c'est les tout petits trucs qu'on peut mettre en place au quotidien pour soulager votre enfant. Une des premières choses, notamment au niveau du sommeil, si votre enfant accepte de dormir allongé, pour diminuer ses reflux, que vous connaissez sûrement, c'est le fameux plan incliné, qui se met sous le matelas ou sous le drap pour rehausser la tête de votre enfant et pour diminuer un peu ses reflux et donc le fait que ça soit douloureux. Vous avez, et ça, j'appuie bien dessus parce que vraiment c'est hyper important, et ça va éviter les conséquences en cascade des reflux répétitifs, c'est le lavage de nez. Plus. Quotidien. Je sais que c'est très chiant, il faut dire ce qui est, surtout que c'est pas toujours hyper agréablement vécu par l'enfant, ni par nous-mêmes, en fonction de des fois s'il faut faire des prises de catch pour arriver à le faire. Mais c'est une des règles d'hygiène de base pour un enfant qui a du reflux. Déjà, de manière générale, quand un enfant va bien, même nous adultes, il faudrait qu'on fasse 1 fois par jour
un lavage de nez parce que c'est un peu comme quand on se lave. On nettoie nos cavités nasales parce qu'elles récupèrent plein de saletés du quotidien. Mais chez un enfant qui a un reflux, d'autant plus pathologique, c'est vraiment, il faut vraiment mettre l'accent dessus parce que ça va éviter qu'il fasse encore plus de rhume, de sinusite, le nez pris, etc., que toute cette sphère ORL se bouche en permanence à cause des remontées. Là, ça peut permettre de le dégager et de le laver. Donc ça peut être quand ils sont petits et qu'ils ne peuvent pas encore tenir contre vous la position assise, c'est forcément les pipettes allongées sur la table. N'hésitez pas à vous faire aider et accompagner par des professionnels du corps médical pour être sûr de faire de la bonne manière pour que ça se dégage bien. Et ensuite, dès qu'il peut s'asseoir, n'hésitez pas à utiliser la seringue. Vous trouverez plein de vidéos d'orthophonistes, d'ergothérapeutes, etc. qui montrent exactement comment faire. Moi en tout cas, c'est ce qui m'a sauvé la mise par rapport à Anna, parce que ça, pour le coup, la seringue, elle a très vite accepté. Ça fait moins la sensation de noyade où ils sont allongés, où vraiment on leur plaque le visage pour que ça tienne et on pince le nez. Là, ils voient ce qui se passe, ça coule, ça observe, et en grandissant, ils peuvent le faire avec vous. Voilà. Et moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, Anna me réclame le lavage de nez. Les fois où son reflux est un peu plus important, elle me le demande davantage. On le fait de base au moins une fois par jour. Mais des fois, quand elle sent qu'elle en a besoin, elle va me demander d'elle-même. Alors, c'est pas pour tous les enfants, mais en tout cas, je sais que ça aide beaucoup. Moi, en MAM, quand on a amené ça au quotidien pour les enfants, qu'on a arrêté de faire les pipettes, ça a été le jour et la nuit pour certains enfants. C'était incroyable. Donc, ces petites astuces, si ça peut vous aider. Donc, lavage de nez. Ensuite, portez votre enfant plus. Portez le plus. Déjà, juste après la prise d'alimentation, surtout liquide, il faut essayer de garder, si vous pouvez, au moins 30 minutes dans vos bras. Quitte à, si vous pouvez, passer le relais, sinon avoir un porte-bébé ou une écharpe pour au moins une demi-heure après la prise de liquide. Le garder le plus longtemps possible à la verticale pour limiter la remontée du liquide jusque dans la gorge. Voilà, ça c'est plus. Donc, on ferme la bouche à tous ceux qui disent tu portes trop. D'accord, non, je soulage mon enfant et je l'aide le plus possible et je l'accompagne dans ce qu'il est en train de traverser. Pour le sommeil, pour les enfants forcément qui n'arrivent pas à dormir allongés, voilà, c'est dormir sur vous en position semi-assise. Je sais que c'est dur, je l'ai vécu pendant 14 mois, nuit et jour. Mais ça aide énormément votre enfant, ça le fait moins souffrir et vous, on essaye d'en profiter si on peut pour dormir avec lui. Donc là, installez-vous plein de choses confortables autour de vous. Si vous êtes bien dans un fauteuil d'allaitement, faites-le. Voilà, mais en tout cas, c'est ce qui va aider votre enfant. Et nous, c'est un peu plus compliqué, mais derrière, ça fait vraiment du bien. Moi, au début, des fois, je forçais, surtout les premiers temps, alors que je suis éduque de jeunes enfants et je savais que non, mais à force d'entendre les discours de la société, on disait quand même, il faudrait peut-être qu'elle dorme allongée et tout, mais elle souffrait, ma fille. Et c'était impossible pour moi. Et à la fin, je me suis écoutée et elle dormait mieux. Au lieu de dormir 10 minutes, déjà, elle pouvait dormir 3/4 d'heure. Donc déjà, c'était incroyable. Et moi, je me reposais plutôt que d'être fatiguée, d'être dans une bataille, etc. Autre astuce au niveau de la règle hygiéno-diététique, c'est si vous pouvez, quand ils sont encore en prise alimentaire que liquide et qu'ils ont, on va dire, à peu près 4 mois, toujours en demandant l'avis de votre médecin. Ne faites jamais ça sans l'avis de votre médecin, mais en tout cas, c'est une piste à explorer. C'est de transformer soit votre lait maternel, soit le lait infantile en flan. Et de pouvoir proposer à votre enfant, du coup, le lait sous forme de flan, pour pas que ça soit que du liquide. Ça, c'est une piste à explorer aussi, toujours à voir avec votre médecin. Et toujours au niveau de l'alimentation, dernière chose, si votre enfant est diversifié ou si vous l'allaitez, donc vous ou votre enfant, vous devez limiter le plus possible les aliments acidifiants. Voilà, ça va de alcalin à acide. Il faut essayer de limiter le plus possible les aliments acidifiants qui accentuent du coup le RGO. Alors pour ça, je vous ai mis aussi avec cette vidéo toute une liste d'aliments hyper complète, rangée du plus alcalinisant au plus acidifiant et ensuite rangée par ordre alphabétique. Comme ça, vous pourrez voir un peu et faire le tri et voir si ça a un effet sur votre enfant. Et ensuite, dernière piste à explorer, ce sont de faire vérifier les freins de votre enfant. Freins de langue, freins de lèvres, freins de bouche, auprès d'un professionnel formé et pas auprès de n'importe qui. Tous les médecins ne savent pas vérifier les freins, même si certains vont juste regarder et vont dire non, mais je suis sûre. Vous pouvez leur dire oui,
mais vous allez voir un professionnel parce qu'il y a beaucoup comme ça de mauvais diagnostics qui sont faits par ceux qui ne sont pas du tout formés et qui du coup vous disent il n'y en a pas alors qu'en fait il y en a un et du coup la section des freins est trop tardive, beaucoup trop tardive, ou du moins les exercices aussi de massage c'est fait trop tard, ce qui fait que c'est pareil, ça a un effet sur le RGO. Déjà sur la manière dont ils vont manger, dont ils vont mastiquer, dont ils vont prendre le sein, dont ils vont prendre le biberon, mais ça a un effet aussi sur le reflux. Il n'y a pas forcément obligation de faire une intervention chirurgicale, ça peut être aussi à travers des massages que vous verrez avec la chiro, avec l'ostéo, etc. Mais en tout cas, il faut aller les vérifier ces freins-là. Voilà. Donc j'espère que toutes ces pistes-là vont pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me faire un retour par mail ou sur Instagram de ce que vous avez pu mettre en place et si vous avez vu des évolutions avec votre enfant. Je vous dis rendez-vous pour la suite.